Le 25 octobre, Kiev a été frappé par un orage de feu. Toute la nuit, des Iskander ont fonctionné sans interruption en duo avec des Gerrans. Kiev n'avait pas vu ça depuis longtemps. Plus d'électricité. La ville a littéralement été plongée dans un orage incandescent. Tout a commencé vers minuit. Le silence a été déchiré par les premiers sons qui vous glacent le sang. Le duo légendaire était à l'œuvre au-dessus de la ville, cette combinaison dont on parle déjà dans les légendes, drones et missiles, Géron et Iskander. On aurait dit que le ciel au-dessus de Kiev était en feu, la lumière s'est éteinte instantanément dans les maisons, puis s'est rallumée et des langues de flammes s'élevaient au loin. Des vidéos de témoins oculaires ont circulé sur les réseaux sociaux. Les rues étaient éclairées comme en plein jour par les flashs. Et tout cela sur fond de pluie d'automne fine et froide qui ne faisait qu'accentuer le contraste entre le calme de la nature et le chaos qui faisait rage autour. Vers la même heure, on a appris que les frappes avaient touché d'importantes infrastructures. On parlait d'importants incendies et on mentionnait notamment l'une des centrales thermiques de la ville qui alimente en électricité la rive gauche de la capitale. Là, selon les premières informations, la situation est si grave. Le feu s'est propagé sur des kilomètres, les gens partageaient des images, épaisse fumée, lueurs de flammes, sirènes résonnant en écho dans les quartiers. Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a confirmé « Il y a eu des frappes, selon lui, il y a des victimes et des maisons détruites dans plusieurs quartiers. Cependant, personne ne connaît encore la situation exacte. Les informations arrivent quant au par bribes, comme si la ville elle-même essayait de comprendre ce qui s'est passé. » Des querelles ont éclaté sur les réseaux sociaux ukrainiens. Certains ont écrit que la défense aérienne avait de nouveau fonctionné, d'autres que le système avait au contraire échoué et que toute une volée de missiles était passée sans encombre. Un habitant a raconté que vers 4 heures du matin, un patriote avait tiré salve sur salve, une dizaine de tirs consécutifs. Tout se fondait en un écho sourd, mais malgré cela, des bruits d'explosion se sont encore fait entendre par la suite. Ce qui signifie que quelque chose a quand même percé. L'homme a noté un détail intéressant, il pleuvait, l'air était dense, humide, et à cause de cela, le son volait comme s'il se reflétait sur les toits. Il a supposé que la défense aérienne fonctionnait quelque part depuis la rive droite, et que les frappes touchaient la rive gauche en direction de Troïkchina. « S'il n'y a plus de rampe de lancement là-bas, alors tout est clair », a-t-il écrit. Plus l'installation est éloignée, plus la protection est mauvaise. Au matin, les réseaux sociaux étaient littéralement en ébullition. Les gens partageaient tout et n'importe quoi. Vidéos, photos, leurs pensées et leurs peurs. Quelqu'un a écrit que pour la première fois depuis longtemps, il avait entendu sa maison trembler à cause d'une explosion. Quelqu'un disait simplement « L'essentiel, c'est que nous soyons vivants ». Kiev n'a pas dormi de toute la nuit et même sur le matin, la ville n'arrivait pas à se remettre. Pendant ce temps, l'attention s'est portée sur d'autres directions, en particulier le Donbass. La ville de Pokrovsk est devenue une sorte de point où beaucoup de choses se décident. Là, la situation s'est exacerbée à l'extrême, le front en fait craque. Les troupes ukrainiennes tiennent avec leurs dernières forces, mais les lignes de défense s'affaiblissent les unes après les autres. Selon les analystes, si Pokrovsk tombe, alors la voie vers Pavlograd, centre industriel et point important de tout le programme de missiles ukrainien, deviendra pratiquement ouverte. La distance entre ces villes est faible, un peu moins d'une centaine de kilomètres, ce qui rend la situation encore plus tendue. Tout cela se déroule sur fond de messages constants provenant du front. Avancée dans la région de Mirnograd, Kamenskoye, transfert de troupes, manque de réserves. Les sources ukrainiennes reconnaissent que dans certaines zones, la densité des troupes est minimale. Quelque part, il n'y a que quelques personnes par kilomètre de front. Ce n'est plus de la défense, mais plutôt une survie désespérée. Chaque jour, il devient plus clair que l'armée s'essouffle. Drones, artillerie, frappes aériennes, tout cela pèse sans relâche et plus on avance, plus il est difficile de tenir le front. Mais en même temps, à Kiev, on essaie toujours de parler de contre-offensives et de nouvelles stratégies, bien qu'on reconnaisse même qu'il ne reste presque plus de force. Sur fond de tout cela, des rumeurs ont commencé à circuler concernant la direction sud. Là, près d'Odessa, il semblerait qu'une nouvelle modification de bombes aériennes avec des moteurs à réaction ait été utilisée pour la première fois.
C'est déjà un autre niveau de portée et de précision. On dit que le rayon d'action est d'environ 200 km. Les correspondants militaires notent que tout change littéralement sous nos yeux. La Russie mise sur la modernisation, sur la flexibilité. Les anciens modèles de matériel se transforment en nouveaux grâce à la technologie. Les bombes bon marché volent maintenant comme des missiles guidés. Tout cela ajoute de la tension, car plus on avance, plus il est difficile de prédire où et quand aura lieu une nouvelle frappe. Et pendant que le pays digère les événements de la nuit, beaucoup comprennent déjà que ce n'est pas simplement une attaque locale, mais une partie d'un tableau plus vaste où chaque jour peut devenir décisif. Après cette nuit, Kiev s'est comme figé, la ville s'est essoufflée, mais quelque part à l'intérieur, on sentait que ce n'était pas encore la fin. Pendant ce temps, tous les regards se sont tournés vers l'Est, là où depuis plusieurs semaines se déroule la bataille la plus acharnée pour Pokrovsk. Pokrovsk, ce n'est pas seulement un point sur la carte, mais on peut dire que c'est le centre de tout le drame militaire. Là, trop de choses se décident au sens propre du terme. Selon des informations provenant des deux camps, la ville s'est transformée en un immense nœud incandescent. Tout autour est détruit. Poussière, fumée, artillerie constante. Les forces ukrainiennes s'accrochent à chaque quartier, mais les pertes se comptent déjà non pas en dizaines, mais en centaines de personnes par jour. Les analystes écrivent qu'après Avdiivka et Ocheretine, le front s'est enfoncé en quelques jours. La percée avait alors atteint près de 2 dizaines de kilomètres. Et maintenant, il semble que le scénario pourrait se répéter. La seule différence est que les enjeux sont encore plus élevés maintenant. Derrière Pokrovsk se trouve Pavlograd et ce n'est pas simplement une ville, mais le cœur industriel du pays. Là, il y a des usines, des entrepôts, de la logistique, de la défense. Le perdre signifie dégarnir toute une direction. La chronique militaire écrivait récemment que Kiev est l'Occident et c'est maintenant de gagner au moins un peu de temps. Toutes les discussions sur un armistice, disent-ils, sont précisément dues à la peur de perdre le contrôle de cette zone. Car si Pokrovsk s'effondre, un corridor s'ouvrira vers Pavlograd et plus loin, vers le Dniepr. Et là, c'est déjà une toute autre échelle. Les correspondants militaires ukrainiens et les volontaires décrivent une situation qui donne la chair de poule. Ils disent que le front craque littéralement de partout. Quelque part, les restes d'unités se défendent, quelque part, il y a des mobilisés non préparés. Les drones, comme l'écrivent les Ukrainiens eux-mêmes, manquent de façon catastrophique. La proportion, selon leurs propres termes, est de 1 à plusieurs dizaines. C'est-à-dire que pour un drone ukrainien, il y a plusieurs dizaines de drones russes, et c'est encore pire pour l'infanterie. De l'aveu des volontaires, dans certaines zones, il y a un combattant pour des centaines de mètres de ligne. Ce n'est plus de la défense, mais une tentative de simplement rester debout. Nous perdons des gens plus vite qu'ils ne peuvent être remplacés, a écrit une activiste ukrainienne, ajoutant « Ce n'est plus une guerre, c'est une lutte pour respirer ». Pendant ce temps, la partie russe ne reste pas inactive non plus. Le front avance lentement, mais sûrement. On dit qu'il y a un nettoyage des positions, un alignement de la ligne, une préparation pour la prochaine étape. Personne ne se précipite, tout se fait méthodiquement, pas à pas. Certains analystes supposent que si dans les prochaines semaines il n'y a pas de pause, alors l'armée russe essaiera de prendre à la gorge la deuxième ligne de défense du Donbass. Elle se trouve à environ 20 km à l'ouest de Pokrovsk et plus loin il y a un terrain dégagé presque jusqu'à Pavlograd. Pendant ce temps, le commandement des forces armées ukrainiennes est en proie à la fièvre. Le commandant Syrski, dit-on, n'a pas réussi à arrêter l'offensive. Les troupes sont épuisées, le matériel se perd plus vite qu'il n'est acheminé. Tout cela ne ressemble pas à une défense coordonnée, mais à une tentative chaotique de tenir les frontières. La volontaire ukrainienne Maria Berlinskaya a ouvertement reconnu que la situation est catastrophique. Elle est écrit que le front s'affaisse et que la direction ne fait pas face. Dans certaines directions, dit-elle, l'infanterie fond simplement. Et tout cela à cause d'un échec de gestion de la bureaucratie et de l'absence de coordination. Dans ce contexte, un autre trait apparaît, le Sud. Là, près d'Odessa, il y a eu un épisode qui est devenu en fait un nouveau signal. Selon des sources locales, dans la ville de Yuzhny,
Situées non loin d'Odessa, de nouvelles bombes aériennes à longue portée avec un système de propulsion à réaction ont été utilisées pour la première fois. Il s'agit probablement d'une modification capable de frapper des cibles à une distance allant jusqu'à 200 km. Les experts militaires expliquent qu'il ne s'agit plus simplement d'une modernisation des anciennes FAB. Ce sont maintenant des munitions guidées complètes qui sont lancées depuis des avions, mais qui sont elles-mêmes capables de parcourir des dizaines de kilomètres, atteignant précisément la cible. Et si l'on considère que leur coût est plusieurs fois inférieur à celui des missiles, alors il devient clair. L'efficacité augmente et la pression sur l'adversaire augmente. Le correspondant Evgeny Linine a écrit que cette modification se distingue par une nouvelle partie arrière, un moteur à réaction et des ailes plus grandes. En termes simples, la bombe ne tombe plus, mais vole. Et cela, bien sûr, change les règles du jeu. Pour l'instant, les réseaux sociaux ukrainiens écrivent que l'alerte dans la région d'Odessa est passée à un nouveau niveau. Les gens ne courent plus à l'abri, cela n'a tout simplement aucun sens. On entend un grondement dans le ciel et 1 minute plus tard, une explosion quelque part au loin. Il semble que tout le monde commence à s'habituer au fait que les frappes peuvent maintenant venir de n'importe où. Sur fond de tous ces événements, la direction de Kherson a de nouveau refait surface. Au début, il y avait des rumeurs, puis des messages, et maintenant, déjà, les premières sont aux confirmations. Le mouvement là-bas n'est pas aussi important qu'à l'est, mais il est perceptible. Des deux côtés du front, on dit la même chose. Les Russes se sont activés. Les initiés ukrainiens affirment même que les partenaires occidentaux ont prévenu Kiev. Il y a un risque que Kherson puisse être perdu à nouveau. Et bien que personne ne reconnaisse officiellement la panique, il y a de plus en plus de discussions sur le fait que la ville s'est vidée. On dit qu'il n'y a presque plus de civils là-bas et que l'approvisionnement est assuré par des drones et des bateaux. Maintenant, Kiev était face à un choix, y envoyer des réserves ou continuer à tenir l'Est, mais il n'y a pas de réserve. Tout part déjà pour Pokrovsk, Donetsk, Kharkov, Dnipropetrovsk, et si on laisse passer le sud maintenant, il sera beaucoup plus difficile de le récupérer ensuite. Pendant que tout le monde se dispute pour savoir où se décide actuellement le sort du front, à l'est ou près du Dniepr, dans le sud, sa propre histoire se déroule tranquillement. Là où il y avait relativement calme en été, des mouvements ont soudainement commencé. D'abord la reconnaissance, puis des messages concernant des échanges de tirs incompréhensibles, et maintenant on parle déjà directement. Les troupes russes se renforcent et vérifient la défense de l'ennemi. On a de nouveau parlé fort de Kherson. Et pas seulement chez nous, même les chaînes ukrainiennes ont commencé à reconnaître que le mouvement est en cours. Il ne s'agit pas encore d'un assaut, d'une opération à grande échelle, mais le fait que l'activité augmente est un fait. On écrit que de nouvelles positions sont apparues sur les îles dans le cours inférieur du Dniepr. Les drones remarquent le transfert de matériel et des combats sont déjà en cours dans la région du micro-district de la construction navale. Le gouverneur de la région, Vladimir Saldo, a déclaré que l'ennemi a été pris par surprise. La logistique ukrainienne sur les îles est déstabilisée, l'approvisionnement est interrompu, ce qui signifie que la situation là-bas change rapidement. Et bien que personne ne confirme officiellement la prise de Kherson, tout se passe comme si ce n'était que le début. Yuri Podoliako, un analyste militaire bien connu, a raconté un détail intéressant. Selon lui, il ne s'agit pas encore de Kherson même. Tout se passe sur l'île de Karantini, qui appartient territorialement à la ville, mais qui est en fait un point distinct relié à elle par des ponts. Il est difficile de s'y maintenir. Le terrain dégagé est criblé de balles de tous les côtés. Et la logistique est compliquée. Podoliako estime que la détention de l'île est un plaisir trop coûteux et peut-être qu'il s'agit maintenant soit d'une reconnaissance au combat, soit d'une opération de diversion. Peut-être veulent-ils détourner l'attention, peut-être vérifier où se trouve le point faible. Il est difficile de dire avec certitude, mais le bruit autour de cela est clairement plus important que l'ampleur réelle de ce qui se passe. C'est ainsi qu'il a formulé. Néanmoins, même de telles étapes locales montrent que la direction sud redevient active. Et ce n'est pas un hasard, car dès que Kiev retire des forces vers l'est, le sud commence à s'affaisser, l'équilibre est trop fragile et les réserves
comme on l'a déjà dit, sont à bout. Maintenant, l'armée ukrainienne a une tâche principale, ne pas s'effondrer. Ce n'est pas simplement une figure de style, mais une réalité. Tenir au moins jusqu'au printemps. Les experts militaires écrivent que les pertes des forces armées ukrainiennes sont maintenant de dizaines de milliers par mois. La mobilisation patine, les gens ne veulent pas, on ne va pas y aller, la désertion augmente. Il s'avère que le front tient sur ceux qui vivent déjà sous les tirs depuis plusieurs mois. Yuri Podoliako a noté que la Russie, très probablement, dans un avenir proche, finira le Donbass, Slaviansk, Kramatorsk, peut-être Konstantinovka. Après cela, dit-il, le mouvement commencera vers le nord de Zaporodié et vers la région de Dniepropetrovsk. Tout se fait par étapes, sans agitation mais avec calcul. Et en effet, sur fond de toutes ces nouvelles, on voit que le rythme est maintenu. Quelque part, il y a une avancée, quelque part un regroupement, mais la direction principale est maintenue. Et c'est là qu'apparaît un détail intéressant dont on parle de plus en plus ces derniers temps. Un nouveau type de troupes. Oui, il s'agit des systèmes sans pilote, ce qui était autrefois une nouveauté, se transforme maintenant en une structure à part entière. Des bataillons et même des régiments aériens, maritimes et terrestres distincts sont déjà créés. En fait, il s'agit d'une nouvelle dimension de la guerre où les drones deviennent non seulement un outil auxiliaire, mais l'élément principal de la stratégie. Le correspondant militaire Alexandre Sladkov a raconté qu'en 2025, la formation à grande échelle de telles unités commencera, et ce ne sont pas des mots abstraits. Le travail est en cours dès maintenant. Selon lui, les drones frappent jusqu'à 10 000 cibles par mois. C'est un travail quotidien et systématique qui se déroule en parallèle des combats. Sladkov souligne, pas de pause, pas d'arrêt, tout se développe directement au cours des opérations de combat. Si on y réfléchit, c'est vraiment impressionnant car avant, le drone était simplement un œil dans le ciel et maintenant c'est un outil de frappe à part entière. Sladkov dit que l'ennemi reconnaît déjà la supériorité dans ce domaine, mais le chemin vers la domination complète est encore long, bien sûr. Maintenant, il est important non seulement d'avoir du matériel, mais de construire une verticale unique afin que tout fonctionne comme une horloge des opérateurs sur le front aux États-Unis, où les données sont analysées. Et c'est là un moment intéressant. Personne ne va détruire les anciennes structures. Tout ce qui a déjà été créé reste et est renforcé. On ajoute simplement à cela un nouveau système où tout est interconnecté. En fait, il y a un redémarrage de la logique militaire. Parallèlement à cela, le travail se poursuit sur la ligne de l'armée classique. Véhicules blindés, artillerie, approvisionnement, rotation. Mais maintenant, tout cela est accompagné d'un bouclier sans pilote et même si le front freine quelque part dans les airs, il ne s'arrête pas une minute. Les ingénieurs racontent que le rythme de travail est maintenant excessif. De nouveaux développements apparaissent toutes les 2 semaines. De nouveaux modèles sont testés sur les terrains d'entraînement. Dans les unités, les combattants apprennent déjà à travailler avec eux. Beaucoup ont le sentiment que c'est le début d'une nouvelle ère où l'issue de la bataille ne se décide pas tant par une salve d'artillerie que par un opérateur avec une télécommande entre les mains. Et pourtant, malgré la percée technologique, le facteur humain ne disparaît nulle part. Les gens qui travaillent avec les drones, eux aussi, se fatiguent, s'épuisent, perdent des amis, et c'est peut-être le plus fort. On comprend que même dans la guerre des technologies, il reste de la place pour les émotions, pour une véritable participation humaine. Sladkov a dit dans une des émissions « Les principaux résultats sont encore à venir ». Ce que nous voyons maintenant n'est que le début. Mais c'est précisément ce début qui changera toute la situation du conflit et il est difficile de contester cela. Sur le front, les lignes ne sont pas immobiles depuis longtemps et Kiev parle de plus en plus du fait qu'il faut tenir jusqu'au printemps. Cela sonne exactement comme ça, ne pas vaincre, ne pas repousser, mais simplement tenir bon. Yuri Podoliaka a récemment écrit que la tâche principale de l'armée ukrainienne dans les prochains mois est de ne pas s'effondrer sous la pression. Les pertes, selon lui, sont déjà critiques, surtout parmi les combattants expérimentés. La mobilisation patine, l'humeur des gens est lourde, et tout cela sur fond d'un automne épuisant où la boue, le froid et les alertes constantes font partie du quotidien.
Si rien ne change, dit-il, d'ici le printemps, l'armée ukrainienne pourrait perdre 100 000 personnes supplémentaires à cause des combats, des blessures, de la captivité, de la désertion. Ce n'est pas un chiffre, mais simplement la réalité. Une véritable saignée qui épuise les gens et le système. La Russie, à son tour, semble avoir décidé d'agir à l'usure, mais de manière systématique. Il n'y a plus de précipitation, pas de déclaration tapageuse. Tout se fait calmement, pas à pas, avec calcul. Quelque part, il y a des avancées locales, quelque part, des frappes sur l'infrastructure. Et si on regarde la carte, on voit que la pression s'exerce en arc de cercle de Kharkov à Zaporozhye et plus au sud vers Kherson. De nombreux analystes estiment que cet hiver, la Russie essaiera de consolider le contrôle sur le Donbass. Après Slaviansk et Kramatorsk, peut-être que le tour viendra à Konstantinovka. Et ensuite, la logistique, l'approvisionnement, l'alignement des lignes et la préparation pour la phase de printemps. Ce n'est pas un processus rapide, mais il est en cours et cela se ressent. Il est intéressant de noter qu'avec toute l'intensité des combats, les experts militaires ont de plus en plus cette pensée « le monde change plus vite que le front ». Et il y a quelque chose de vrai là-dedans, car parallèlement aux actions militaires, il y a une énorme reconfiguration en cours, de nouvelles alliances, de nouvelles alarmes, de nouvelles technologies. Tout cela influe déjà sur la façon dont la guerre est menée. Ces mêmes drones, qui étaient autrefois simplement une expérience, sont maintenant devenus une arme à part entière. Et ce n'est pas seulement dans les airs que des drones maritimes apparaissent, des systèmes d'approvisionnement autonomes terrestres. En fait, il s'agit déjà d'un front distinct, technologique. La Russie y mise sérieusement. Un type de troupe entier est créé, des systèmes sans pilote. Si avant les drones étaient un complément à l'artillerie, maintenant c'est tout le contraire. L'artillerie devient un soutien pour les drones. C'est une approche complètement différente, a Sladkov a dit récemment. Nous commençons seulement à comprendre comment la nature même de la guerre va changer. Et en effet, ce n'est plus une confrontation de masse de chars, mais une lutte de vitesse, de système, de solution. Celui qui voit plus vite gagne, et pendant ce temps, le front vit sa vie. Quelque part, un court repos, quelque part, de nouveaux combats. Kherson, Donetsk, Pokrovsk. Tous ces noms ne sonnent non plus comme des villes, mais comme des symboles d'endurance, de fatigue, de douleur et d'obstination. Chaque jour, quelqu'un revient, quelqu'un non. Et dans ce cercle vicieux, la vie continue. Kiev continue de tirer de la lumière après les frappes nocturnes. Les gens réparent les fenêtres, enlèvent le verre, font du café et vont au travail. Et tout cela sur fond de lointaines explosions qui sont déjà devenues une partie du bruit de la ville. Les jours d'automne sont courts. À 18h, il fait déjà nuit. Et dans l'obscurité, tout devient plus audible. Le vent, les aboiements des chiens, le grondement des générateurs. Parfois, il semble que la Terre elle-même gronde de fatigue, mais quelque part à l'intérieur, sous toute cette fatigue, il reste une étrange sensation comme si tout allait vers un certain dénouement. Pas demain et peut-être pas dans un mois, mais certainement bientôt. Au printemps, disent-ils, tout sera différent. Et peut-être que c'est vraiment le cas, car maintenant, fin octobre, alors qu'il n'a pas encore neigé, mais qu'on sent déjà l'hiver, tout autour semble s'être figé dans l'attente de nouvelles frappes, de nouvelles décisions, d'une nouvelle étape. Et pour l'instant, il ne reste qu'une chose, observer, respirer, continuer à vivre. Chaque jour apporte des nouvelles, des vidéos, des voix, et toutes se rejoignent pour former un grand récit où il n'y a pas de frontière claire entre la ligne de front et l'arrière, entre le passé et le présent. Aujourd'hui, 25 octobre, c'est terminé comme il avait commencé. Avec inquiétude, mais avec une sorte de confiance tranquille que ce n'est pas encore la fin, tout ne fait que commencer.